J'ai oublié de le préciser, mais comme chaque lundi, c'est le plan de trading de Smart Bourse, les enjeux techniques de marché pour ce début de semaine. Alexandre Baradez est à nos côtés en plateau, chef analyste chez IG. Bonjour et bienvenue Alexandre. Bonjour. Quel week-end. L'heure est donc à un état des lieux du niveau de stress peut-être des investisseurs, si on commence ce plan de trading avec l'idée de la volatilité, du regain de volatilité qu'on a déjà observé ces derniers jours. Oui, alors on va voir effectivement les niveaux de stress. On est sur des niveaux qui sont autour de 27-28 de volatilité sur les marchés européens, c'est à peu près la même chose sur les marchés américains. Alors, l'idée n'est pas de dire à 27, le plus dur est derrière nous et tout a été vu, c'est plutôt, et ce qu'on va voir sur le graphique, de voir la rythmique de la volatilité. Pour moi, ce qu'on voit actuellement sur les banques, c'est des effets secondaires, des effets collatéraux du retour à la normale post-Covid en fait. On avait des phases d'expansion monétaire absolument gigantesques au niveau du Covid. On voit que les banques centrales normalisent la politique monétaire depuis l'année dernière. On voit d'ailleurs qu'on verra sur l'écran quelques instants que on va mettre le graphique. On verra que la volatilité en 2022 était repartie aussi sur différents thèmes. Ça avait commencé en début 2022 avec les banques centrales, puis l'invasion de l'Ukraine, puis la Chine. Mais l'idée, c'est de pas de réplique. C'est pas de dire, moi en tout cas je vois pas comme ça. Dans le rythme, c'est une des conséquences actuellement sur les banques et qui met en exergue les faiblesses de certaines valeurs bancaires. C'est une des conséquences de la normalisation monétaire. En gros, si on n'avait pas remonté les taux aussi vite en Europe et aux États-Unis, Crédit Suisse serait toujours là et dans une situation certes faible, mais serait toujours là. Et les banques régionales américaines auraient probablement pas commencé à dégoupiller comme c'était le cas il y a plusieurs jours. Il y a un effet de catalyste. Voilà, il y a un effet d'accélérateur et du coup qui va aussi pousser les banques centrales dans l'autre sens. C'est pas forcément un vecteur de soutien tout de suite, mais on aura peut-être des débuts de réponse, et je pense dès mercredi de la part de la Fed. Le rythme de durcissement monétaire va forcément être adapté à cette situation, mais avec deux combats qui seront menés. Il ne faut pas penser qu'on va renier le combat contre l'inflation. Il y a un combat à mener, et Christine Lagarde était assez claire là-dessus la semaine dernière. Combat à mener contre l'inflation, et à côté de ça, on est en capacité de gérer des conséquences qui étaient, je ne dis pas annoncées, mais on savait qu'il y aurait des effets collatéraux, des effets de dommages liés à cette politique monétaire. Les banquiers centraux voulaient que ça arrive le plus tard possible. Ça arrive maintenant, et ils vont composer avec. Ça, c'est l'idée que les banques centrales vont chercher à dissocier la lutte contre l'inflation, donc la politique monétaire, la politique de taux, la politique de QT, de resserrement du bilan, et la question de la stabilité financière à travers des mesures de liquidité. Ce schéma-là, il fonctionne tant qu'on est encore dans un seul problème de liquidité bancaire et qu'on bascule pas dans un credit crunch généralisé ou délétère qui serait vu comme un choc déflationniste sur le plan macro. Oui, mais on n'est pas encore dans cette situation et donc les banques centrales peuvent encore se permettre de piloter les deux objectifs en même temps. Oui, on a l'impression que la phase de taux, la Fed, elle a quasiment piloté, on est presque au taux terminal. Je pense même qu'il y a une probabilité assez élevée qu'on soit au taux terminal, ou que si nous n'étions pas encore une fois, le taux, on le verra tout à l'heure quand on parle du Nasdaq, mais le taux 2 ans, c'est pas tout de suite, mais le taux 2 ans américain, il a fait son parcours. Il est monté à 5,10 avant de rechuter à 3,6. On sait qu'il monte toujours avant le taux terminal de la Fed, donc on ne va pas passer de 3,6 à nouveau à 5,10, 5,20 dans le contexte actuel. Donc ça signifie qu'on est, si on était à 4,62 milieu de fourchette de taux, c'est qu'au pire, on ira à 5, ça va être encore 50 points de base. Au pire, c'est plus les 75 points ou 100 points. Et peut-être même 25 points dans le scénario médian. Et scénario optimiste, on est déjà au taux terminal. Donc ça va compter beaucoup pour les actifs à risque. Et du coup, oui, on peut se concentrer sur la Fed peut se concentrer sur l'aspect liquidité. C'est ce qu'elle a fait dans son bilan. Le 300 milliards de plus qu'on a eu sur le bilan, c'était pour ouvrir une fenêtre un guichet aux banques qui en auraient besoin. On a vu que les banques sont bien servies, plus de 150 milliards côté ponctionné là-dedans. Donc, on peut parvenir à gérer deux situations parallèles. Et moi, c'est le pari qu'on ne dégénère pas sur un 2008 bis. Voilà. L'exemple récent de la Banque d'Angleterre, qui a pu gérer la crise des fonds de pension britanniques, qui était une question de liquidité très importante et potentiellement systémique. On parlait des retraites, quand même, des millions et des dizaines de millions de Britanniques. La BOE, après avoir circonscrit le problème, a pu reprendre sa course contre l'inflation, les hausses de taux et les ventes d'actifs au bilan. Et je pense que la Fed le fera. C'est-à-dire que le bilan, quand on voit le bilan qui gonfle, on se dit c'est un nouveau QE. Non, il n'y a pas d'achat d'actifs, il n'y a pas tout ça. C'est de la liquidité, donc ça grosse un peu le bilan. Mais il faut se rappeler qu'à la fin du cycle précédent de normalisation post-subprime, le bilan avait baissé de 16% avant que la Fed remette de la liquidité. C'était en 2019 notamment, et hop, elle avait remis un petit peu. 16%. Là, on a baissé de 8% au niveau du bilan de la Fed, depuis le sommet donc, avant qu'il y ait cet épisode. Donc,
Donc on ne va pas considérer que, vu tout ce qui est injecté, que la Fed s'arrête à 6% et repart directement. Par contre, qu'elle fasse des pauses, puis qu'il redescende. Flexibilité. On aura un atterrissage un peu cabossé comme ça, mais on reverra des niveaux de baisse de bilan plus importants que ce qu'on a vu il y a quelques jours. Un processus moins linéaire peut-être en matière de politique monétaire pour tenir compte des risques sur la stabilité financière. Qu'est-ce qu'on peut dire de nos indices actions en Europe, et prenons le CAC comme référence, qui est prêt de remonter autour de 7000 points à mi-séance en ce lundi 20 mars. Voilà. Déjà, on retrouve une zone dans laquelle on est bien plus confortable. Avec vous, pendant plusieurs semaines, on disait, voilà, on attend, parce qu'on n'avait pas de corrélation entre des actifs américains. Par exemple, quand le CAC était sous ses sommets, les US, eux, lâchaient 6-7%. On disait, oui, c'est la composition du CAC, c'est les effets de taux réels ou autres. Nous, il y a quand même un truc qui nous chagrinait, c'est de considérer que le CAC ne considérait pas, les investisseurs ne considéraient pas l'effet de taux. On ne sait pas que ça a dérivé sur le truc bancaire, mais on disait, les effets de taux, on a l'impression que l'Europe ne les ressent pas, et pourtant, les États-Unis le ressentent. Et si on parlait des effets de réouverture de l'économie, la Chine était moins optimiste que nous. Donc on disait, il y a quelque chose ça va trop vite. Donc on a cette respiration. Je ne dis pas qu'on savait que ça arrivait par les banques, mais on a la respiration. Donc déjà, le côté grosse respiration, je pense que certains asset managers vont être ravis de ça, parce que certains avaient raté le rallye. Donc, un trou d'air de 7, 8, 9%, ça passe pas inaperçu en termes d'opportunités pour les investisseurs de long terme. Ensuite, ça nous ramène sur des niveaux de valorisation qui sont en ligne avec le risque qu'on a actuellement par rapport aux banques. Mais je pense quand même que c'est dans la rythmique du marché. On prend l'indice hors dividende. Le premier jump qu'on avait eu à l'époque, en 2021, on dépassait le sommet de 2000. Ça va trop vite. Excès, trop de liquidité, les actions montent trop. On corrige fortement l'année dernière. Le gros de la correction, il était l'année dernière. Ensuite, le marché reprend, mais reprend trop vite. Donc, il faut corriger cette reprise, le choc bancaire et le bon timing pour corriger ça. Sur le graphe suivant, moi j'ai mis une zone qui me souhaite la zone. J'ai mis en violet. Pour moi, c'est un peu la zone extrême. Soit on a déjà touché le point bas 6007-6008, c'est tout à fait possible parce que vous voyez que 6007-6008, c'était les zones de résistance de décembre. Donc on casse, on pull back, c'est un phénomène classique de marché, et on peut repartir. Si ça devait être un peu plus sale que ce que nous avons actuellement, c'est-à-dire si ça devait dériver un peu plus de l'heure bancaire et que ça nécessite des moyens de communication plus forts de la part des banques centrales ou autres, il me semble que le risque un peu max, on l'a dans cette zone. Il y a de la densité. Je sais que le graphique ne fait pas tout. C'est le graphique avec la situation qu'on a en face. Bien sûr. Si on considère que ce qu'on a sur les banques peut dériver sur quelque chose de systémique, c'est le cas, comme en 2008, ce serait le cas si on n'avait pas eu tout ce qu'on a eu côté US et côté Europe. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, la vitesse de réaction a été très très rapide. Sur un week-end, boum, communiqué à la réouverture des marchés, c'était en début de semaine dernière. On met la liquidité, la Fed met la liquidité à disposition des banques. Là, à nouveau, après le rachat de Credit Suisse par UBS, déclaration coordonnée de 5-6 très grosses banques centrales mondiales pour dire on met la liquidité à disposition de tout le monde. Vous avez les plus grosses garanties dont vous avez besoin en tant qu'investisseur. Vous dites voilà. Et on les a vite dans la séquence. Par rapport à 2008, où il y avait un temps de retard à l'allumage, aujourd'hui, la leçon de ce point de vue-là a été retenue. Et tous les grands débats et les grandes conférences sur l'aléa moral, est-ce qu'on a bien fait, etc., viendront plus tard. Mais c'est pas le temps aujourd'hui pour les banques centrales de débattre de ça. Non seulement c'est rapide, et c'est fort. Quand vous regardez la liquidité qui a été même prise par les banques la semaine dernière aux États-Unis, 150 milliards, c'est des niveaux qu'on n'avait pas vus. C'est des données hebdo et qu'on n'avait pas vu depuis les subprimes. Alors, c'est pas dire qu'il faut se dire, du coup, c'est plus grave que les subprimes parce que les banques en prennent plus. Non, au contraire, ça veut dire que tout de suite les instruments sont mis pour calmer l'incendie. On arrose. Les pompiers, il arrose. S'il y a un départ de feu, on arrose à nouveau. Et donc, à un moment donné, vous avez des départs de feu. Si vous arrosez tous, l'incendie ne prend pas. Et moi, je pense qu'on est là. C'est-à-dire qu'on arrose plusieurs départs de feu et que les banques centrales voient qu'il y a des départs de feu. Donc, on va faire un peu plus attention sur la normalisation. Donc, ces zones-là me paraissent adéquates d'un point de vue du retracement que ça génère. C'est quand même des retracements de plus de 5% en tout cas. C'est ce qu'on voulait voir. Entre 5 et 10, on y est. On peut aller sur du 10 et un peu au-delà. Mais je pense quand même que ces zones entre 6005 et 6008, je pense, c'est la zone d'accumulation pour le prochain rallye. Donc, c'est des bonnes zones déjà pour commencer à mettre un pied dans le marché, je pense. Bon. Alors évidemment, cette situation génère aussi des effets de marché sur les actions américaines, avec le retour du Nasdaq. Le Nasdaq, parce que le retour de tous les actifs à risque. Le Bitcoin. Le crypto space est en folie depuis quelques jours. Là. Alors ce crypto, la petite parenthèse qu'on peut faire, c'est comme pour l'or ou pour l'argent. C'est tous les actifs qui sont des actifs de non-rendement. Évidemment, quand les taux passent de 5% à 3,6, et donc les taux réels aussi, qui se détendent fortement, évidemment que les actifs sensibles au rendement, quand vous avez moins de rendement de côté, les actifs qui n'ont pas de rendement se redressent. Le
Bitcoin, il y a un petit effet en plus, je pense, de réseau. On se dit, ça y est, c'est l'heure de gloire du Bitcoin qui va venir être l'actif de refuge contre ces faillites bancaires, ancestrales, etc. C'est pas ça. C'est un actif qui est beaucoup baissé, donc il se reprend à hauteur de ce qu'il a baissé par rapport à cette détente de taux. C'est que l'effet taux qui compte là-dessus. Et donc les techs... Et qui reste corrélé avec le Nasdaq, par exemple, de ce point de vue-là, le Bitcoin. C'est moins fort sur le Nasdaq, mais encore une fois, parce que le Nasdaq a moins baissé que le Bitcoin aussi. Donc on peut toujours comparer ça. Alors après, on parlait de la Fed avec les taux. Moi, je pense qu'on est quasiment sur le taux terminal ou pas très loin d'y être. Donc l'effet taux élevé sur le Nasdaq, il est quasiment consommé. Le risque qui persiste, c'est l'effet résultat. Ce contexte commence à évoluer sur le niveau des résultats des entreprises. Les consommateurs, est-ce qu'il y aura un choc de confiance? Peut-être. Les banques vont moins financer aussi. Ça va durcir les conditions financières que la Fed n'aura pas besoin de durcir. Du coup, la Fed va s'appuyer dessus, ce choc bancaire, pour dire, voilà, les conditions financières se durcissent, et c'est pas nous, mais ça va nous faire du bien pour l'inflation quand même. Donc, il me semble que le risque, il est pour les résultats. Donc, pour l'instant, je dirais qu'on est dans une zone assez neutre. C'est-à-dire que l'effet taux est neutralisé, quasiment. L'effet résultat, il reste encore estimé. Mais du coup, de se dire, on va aller taper le point bas et passer au travers, ça, je le vois. Déjà, on ne le voyait pas auparavant, et je le vois encore moins maintenant, après ce choc bancaire. Donc, le risque qu'on a, si vous voulez, impossible de prévoir à horizon de jours ce qui va se passer. Par contre, si Powell, mercredi soir, envoie des messages qu'il faut que le Nasdaq commence à taper les 12 009, qui est la zone de résistance qu'on voit à l'écran, là, le Fibo 38.2, je pense que c'est bien de commencer à mettre un petit peu de Nasdaq à ce moment-là, même si on a quand même un risque de latéralisation. Mais je pense que si on revoit ce niveau 12 009, c'est que l'aspect bottom aura été fait. Consommé, Voilà, il y a un peu de risque de consolidation entre les deux Fibos que j'ai encadrés là actuellement à l'écran. Voilà. À ce stade, je ne sais pas si on est déjà à ça. Il faut donc un signal quand même à l'achat qu'on n'a pas encore. Mais pour revendre systématiquement du Nasdaq parce que les taux... Non, il n'y a plus d'arguments comme ça. Donc moi, je suis ni haussier ni baissier à ce stade. Zone assez neutre et plutôt à chercher les risques-reward à la hausse sur un signal qu'essayer de jouer à la baisse, même si on a encore des risques de tomber un peu dans le biseau une fois ou deux. Mais je trouve que la récompense à la baisse va être de plus en plus délicate, alors que si on a des signaux de taux qui plafonnent, une Fed pas qui pivote, mais qui aménage un peu le discours, eh bien, les signaux à la hausse seront plus pertinents que les signaux à la baisse. Qu'est-ce qu'on peut dire des devises et notamment de la parité euro-dollar? On est allé chercher le bas du range pour dire les choses, c'est ça Alors nous, on voulait revoir la zone des 1,05 qu'on a revue. Là, volontairement, je dézoome. On peut se dire, mais en trading, ça c'est pas très pratique parce que c'est trop dézoomé. Pour autant, c'est sur ces graphes long terme qu'on voit les gros enjeux. On voit que la zone qui supporte pour l'instant, c'est des zones support 2015 et qui a été retapée en 2017 également, en 2022 également. Donc le 1,05, moi, c'est une zone qui est intéressante en tant que support. C'est-à-dire que si la situation bancaire dégénère, c'est toujours possible, le dollar va redevenir à la valeur refuge, donc l'euro va baisser, etc. Il y aura ce risque. Mais je le vois plutôt comme un risque, comme pour les indices tout à l'heure. C'est plutôt un risque de réplique. Pour moi, la capitulation était à 0,95. Ça a capitulé et ça repart. Donc là, le 1,10 à 1,05, c'est un effet de bord comme ça. Si le bancaire se durcit un petit peu, le dollar risque de se renforcer un peu. Mais pour retomber à 0,95, qui était le paroxysme de crainte monétaire, crainte gaz, balance commerciale européenne, crainte confinement en Chine, exportation, etc., on n'est pas à ce stade-là, si vous voulez. Donc moi, je ne vois pas les bases pour retomber sous la parité vers 0,95. Mais disons que j'attends quand même des signaux un peu d'achat. Voilà. Le 1,07, 1,08, pas tout à fait 1,07, plutôt 1,0770, 1,08, mais je serais plutôt à attendre, comme sur plein de pertes de devises, la livre par rapport au dollar, dollar sterling par rapport au dollar, plutôt un effet de dollar fort consommé, et j'attends plus de signaux de reprise pour jouer le retour à 1,10 et au dollar ensuite. Donc c'est ça la posture d'attente à ce stade. Bon. Semaine clé, comme il y en a beaucoup, mais là, c'est une semaine qui sera dense en informations. Les réactions de marché, la manière dont le marché va intégrer toutes ces nouvelles informations sera clé, évidemment, également pour la suite. Décision de la Fed ce mercredi, et puis jeudi sera une journée marquée par les réunions de la Banque d'Angleterre et de la Banque nationale suisse. Voilà donc pour ce plan de trading de Smart Bourse. Merci beaucoup Alexandre. Alexandre Bardès qui est avec nous en plateau pour entamer cette semaine, chef analyste chez IG.